Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la matière, et aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de l'interaction gravitationnelle, la quatrième interaction fondamentale dont on n'avait pas encore vu ensemble. Alors l'interaction gravitationnelle, c'est l'interaction aujourd'hui la moins connue, pour une raison principale, c'est qu'on n'a pas de théorie d'unification de la gravitation pour les petites échelles, à savoir à l'échelle quantique. En fait, la gravitation, c'est issu d'une idée d'Einstein qui est la relativité générale, donc qui date de 1915. C'est ce qui décrit aujourd'hui le mieux la gravitation. Et le problème de cette relativité générale, c'est qu'elle marche très bien pour décrire des phénomènes à très grande échelle, en particulier décrire l'univers, comment fonctionnent les planètes les unes par rapport aux autres, comment fonctionne l'univers, les différentes galaxies, et qui n'est pas applicable aux toutes petites particules, qui n'est pas applicable en fait aux particules élémentaires, par exemple à l'échelle quantique. Donc dans cette vidéo, je vais d'abord vous parler rapidement de ce qu'on entend classiquement par la gravitation, à savoir l'idée qu'en a Newton, ce qu'on apprend en général au lycée. Puis j'ai essayé de développer un peu, alors sans rentrer dans les détails, tout sera très qualitatif, non démontré et parfois un peu bancal, mais le but c'est juste d'essayer de ressortir 2-3 idées fondamentales qu'amène cette relativité générale. Donc je vais couper cette vidéo en 3 grandes parties. Une partie qui décrit rapidement la vision de Newton, une partie qui décrit rapidement la pensée d'Einstein pour évoluer vers cette théorie de la relativité générale, et puis la découverte toute récente des gravitons, donc des ondes d'interaction gravitationnelle qui ont été découvertes en 2015, en tout cas observées en 2015, et en 2016 on a disons certifié qu'il s'agissait bien d'interaction gravitationnelle, grâce à un laboratoire, donc le laboratoire LIGO aux États-Unis. Donc dans un premier temps, je vais vous parler de Newton et de ce qu'on apprend en général à l'école. Donc ce qu'on sait, c'est que tout corps possédant une masse interagit avec un corps à une distance a priori infinie. Donc l'interaction gravitationnelle, disons, a un vecteur d'interaction infini. Et puis donc c'est une force attractive qui est liée à une constante gravitationnelle grand G, à la masse de ces deux corps et à la distance qui sépare les deux corps, donc ici la distance AB au carré. Jusqu'ici rien de spécial, donc si je vous représente ce qui se passe en pratique, on a ce qu'on appelle des champs gravitationnels, donc chaque planète a une masse bien définie, une constante G, donc qui est la même quelle que soit l'interaction gravitationnelle qu'on va étudier, le vecteur U, donc si je prends un objet de masse M, il va subir une force, grand F, qui va être égale à sa masse, fois un champ de pesanteur grand G, et en fait grand G ça va être ici G petit mu sur AB carré avec donc MA qui est ici la masse de l'objet. Et puis on entend parfois parler de champ de pesanteur. En fait le phénomène de gravitation c'est ce qui se passe en pratique sur tout objet de masse M, en particulier sur une planète ici arrondie. Et puis nous ce qu'on fait c'est des expériences locales sur des petites distances caractéristiques. Sur ces distances, on peut considérer que le sol est plat, c'est ce qu'on voit nous, et que le champ de gravitation en fait est constant. Donc en fait, on va le définir par ce qu'on appelle un champ de pesanteur, puisqu'en fait la distance entre les deux objets va être quasiment le même par rapport au centre de la Terre. En fait, la distance entre le sol et l'objet va être négligeable par rapport à la distance entre le centre de la Terre et le sol. Ce qui fait qu'on peut considérer que le vecteur G est constant. Et c'est ce qu'on fait ici quand on travaille avec F égale mg. La seule variable ici va être la masse de l'objet qui va se trouver dans ce champ de pesanteur. Donc en fait, un champ de pesanteur, c'est tout simplement la vue locale d'un champ de gravitation. Alors, ces équations, elles sont très intéressantes et elles décrivent très bien en fait, en particulier ce qui se passe à la fois pour nous, donc c'est ce qu'a étudié Newton, par exemple la trajectoire des deux canons qui sont tirés et qui vont retomber selon une hyperbole sur Terre. Ça décrit également la rotation des planètes autour du Soleil, en particulier de notre planète la Terre, également la rotation de la Lune autour de la Terre. Et donc ça marche très bien à la fois à notre échelle et à l'échelle qu'on pouvait observer à l'époque, disons l'échelle des planètes, en tout cas l'échelle du système solaire proche de la Terre. Alors il y a quand même un problème fondamental dans cette équation, parce que ce que vous devez savoir en général, c'est que ce F, d'après la fameuse seconde loi de Newton, il vaut la masse fois l'accélération. Et donc en général, ça se résume en masse fois accélération égale masse fois G, donc champ de pesanteur.
Et on simplifie les masses, et on dit tout simplement que l'objet est en chute libre et que son accélération est égale au champ de pesanteur G, donc il a une accélération, s'il est sur Terre, vers le bas, avec, disons, la même norme que G. Et le problème que ça pose, et on s'en rend pas forcément compte quand on l'écrit comme ça, c'est qu'en pratique, c'est pas la même masse dont il s'agit. La masse du côté de l'accélération, c'est une masse inertielle en fait. Il faut pour le mettre en mouvement. Et la masse qui est liée à G, c'est une masse qui n'a rien à voir en fait. C'est une masse qu'on pourrait qualifier de poids de l'objet, de comment on le pèse. Et ces deux concepts de masse, ils sont bien différents en physique. Pourtant, Newton ne fait pas la différence et il a tendance tout simplement à les simplifier comme s'il s'agissait exactement du même objet. Alors que l'un est lié tout simplement à une caractéristique physique, c'est la masse de mg, c'est tout simplement le poids qu'on va mesurer sur une balance. Et l'autre, c'est une masse bien plus complexe, c'est ce qu'on peut appeler une masse inertielle. C'est en fait l'énergie qu'il va falloir pour mettre en mouvement l'objet. C'est pour ça qu'il est lié à son accélération. Et cette masse inertielle, quelque part, c'est la masse qu'on retrouve dans E égale mc2. Vous voyez, c'est un peu caché, mais il ne s'agit pas tout à fait du même objet, et c'est bien pratique de les simplifier et de supposer que c'est la même chose. Et c'est un peu gênant, c'est ce qui gênait entre autres Einstein. Et puis il y a d'autres choses qui gênent Einstein et qui fait que cette théorie, a priori, elle est fausse. Elle a le même défaut que ce qu'on appelle la théorie de l'électrostatique, entre guillemets classique, qui est quasiment la même équation. On remplace juste les masses par des charges Q, QA, QB, et la constante classique, donc qui est remplacée par une autre constante, peu importe. Et ce qu'on peut voir en fait, c'est que cette force, c'est une force qui est instantanée, qui est juste liée à la masse des deux objets. C'est-à-dire que quelle que soit la distance du point A au point B, à 300 années-lumière, le point B disparaît, le point A instantanément ressent l'absence du point B et ne subit plus de force. Et ça n'a pas beaucoup de sens physique, parce qu'en réalité, on sait que cette force, en tout cas, elle est décrite d'un point de vue physique par une interaction gravitationnelle, une interaction fondamentale, et cette interaction, c'est une onde, et il lui faut un temps de déplacement dans la matière. Elle ne peut pas aller plus vite que le photon, elle ne peut pas aller plus vite que 300 000 km/h. Et du coup, ce qu'on se dit, c'est que si B disparaît, A va mettre plusieurs années. S'il est à 70 années-lumière, par exemple 70 ans avant de se rendre compte de la disparition de B. Et donc va toujours accélérer vers B pendant 70 ans. C'est ça ce qui doit se passer en pratique, et c'est ça qui se passe en pratique. Et cette équation ici ne fait pas du tout intervenir le temps. Elle suppose que, disons, cette liaison entre A et B est instantanée. Ça n'a pas beaucoup de sens physique. C'est pour ça qu'Einstein, fort de ses constatations, a voulu développer une nouvelle théorie de la gravité. Et pour Einstein, en fait, la gravité et l'accélération, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que concrètement, c'est les deux faces d'une même pièce. Il n'y a pas d'accélération sans gravitation et vice-versa. Et en particulier, les bons référentiels locaux, puisqu'en fait, en relativité générale, on ne peut pas utiliser un référentiel pour étudier n'importe quel événement de l'espace-temps. Une fois que l'objet est trop éloigné de notre référentiel d'étude, qui doit être un référentiel local, les équations seront fausses. En fait, on doit utiliser des référentiels locaux pour étudier des événements. On ne peut pas étudier un événement à, je sais pas, moins 40 années-lumière depuis le référentiel terrestre. Il va falloir se placer dans un référentiel qui est très proche de ce dernier. Donc localement, les bons référentiels, on va appeler les référentiels d'inertie, alors sans rentrer dans les détails, c'est assez proche des référentiels qu'on étudie quand on est au lycée, donc les référentiels utilisés par Newton, etc. Ce sont les référentiels en chute libre. C'est-à-dire qu'en fait, les référentiels qui ne subissent aucune force sont les référentiels en chute libre. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, la gravité n'est pas une force. La gravité, c'est une conséquence de l'accélération et vice-versa. La gravité, elle n'a rien à voir avec ce qu'on appelle une force, ce qu'on subit nous. D'ailleurs, vous n'avez jamais subi la gravité. Quand vous sautez dans les airs, vous ne sentez pas la Terre vous attirer. Vous n'avez pas du tout l'impression d'être attiré. Pas comme quand, je sais pas moi, une force de réaction, si je pousse un objet, je sens ma main qui pousse contre mon autre main. Je sens cette force. La gravitation, si vous réfléchissez, vous l'avez jamais senti. Vous n'avez jamais senti quelque chose vous tirer vers le bas. Alors certes, quand vous sautez, vous retombez. Du coup, on a l'impression qu'on est tiré vers le bas, mais ça n'a pas beaucoup de sens. On ne sent pas, ça n'existe pas la gravité. En tout cas, ça existe, mais c'est une sorte de facette de l'accélération. C'est pas du tout une force.
Et la deuxième chose qu'on peut en tirer, c'est que le sol accélère vers le haut. Comment on peut voir ça? Un bon référentiel, c'est pas notre référentiel à nous. Pourquoi le référentiel terrestre n'est pas un référentiel inertiel? Et parce que sur Terre, quand on prend un objet sur Terre qui ne subit aucune force, donc bien sûr autre que la gravité, puisque la gravité n'est pas une force, cet objet il n'est pas immobile. Il n'est pas en accélération rectiligne uniforme. Il tombe. Prenez une pomme, si je la lâche, elle ne subit aucune force. Elle tombe. Par conséquent, ça ne peut pas être un référentiel inertiel. Elle a une accélération vers le bas. Prenons un objet posé sur Terre, on pourrait penser que c'est un référentiel inertiel puisqu'il ne bouge pas. En fait, il subit une force cet objet, il subit la force qu'on appelle classiquement au lycée la réaction du support, qui justement lutte contre cette gravitation, qui rappelons-le n'est pas une force, et qui fait que l'objet ne s'enfonce pas vers le centre de la Terre. Et du coup, on peut le tourner comme on veut, mais le référentiel dans lequel on a l'habitude de travailler, qui est le référentiel qu'on appelle le référentiel terrestre du laboratoire ou peu importe, c'est pas un bon référentiel, c'est pas un référentiel inertiel. Un bon référentiel, c'est un référentiel en chute libre. Un bon référentiel, c'est le référentiel de la pomme qui tombe. La pomme, elle est en chute libre. La pomme, elle ne subit aucune force. Alors si on suppose qu'on nommait les forces de pression et les forces de frottement qu'on est dans une vraie chute libre, donc par exemple, on peut supposer qu'on a vidé toute la pression avec une pompe à pression et qu'il n'y a pas d'atmosphère, ou tout simplement dans l'espace. La pomme, elle, qu'est-ce qu'elle voit? La pomme, elle est fixe dans son référentiel. Nous, ce qu'on voit, c'est une pomme qui tombe sur Terre. Elle, la pomme, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit une Terre qui lui monte dessus. Qu'est-ce qui se passe en pratique? En pratique, c'est le sol qui accélère vers la pomme et non pas la pomme qui accélère vers le sol. Parce qu'on ne peut pas considérer qu'on est dans un bon référentiel. Donc les bons référentiels locaux, toujours locaux car on est obligé de travailler sur une petite distance en relativité générale, c'est les référentiels en chute libre. Du coup, la pomme ne tombe pas sur Terre, c'est plutôt la Terre qui accélère sur la pomme. Parce qu'on devrait et on doit travailler dans le référentiel de la pomme. Donc ça, c'est deux conséquences fondamentales de la relativité générale. Puis, pour travailler un peu en relativité générale, j'ai envie de vous parler de géodésique. Les géodésiques, c'est ce qu'on peut appeler des lignes droites. En pratique, c'est la trajectoire la plus rapide dans l'espace-temps. L'espace-temps parce que l'espace et le temps sont intriqués en relativité, que ce soit restreinte ou générale. Et du coup, à partir du moment où l'espace-temps n'est pas plat, ces lignes droites, elles vont pas se comporter comme ce qu'on a l'habitude d'étudier, en particulier deux lignes droites parallèles. Elles ne se coupent jamais. Bien, deux géodésiques parallèles, elles se coupent. Et j'ai pris pour cela une surface sphérique. Surface sphérique, on voit que ici, ces deux points, initialement, au niveau de l'équateur, ils sont parallèles, ces deux droites. Et puis on voit qu'elles se coupent exactement au pôle nord. Et pourquoi elles se coupent ces deux droites parallèles, ces deux géodésiques parallèles? C'est parce qu'en réalité, on n'est pas sur une surface plane. On est sur une surface qui a une courbure donnée, la courbure d'une sphère, la Terre par exemple a une courbure de sphère, et par conséquent, deux géodésiques données vont se croiser en l'espace-temps. Donc en fait, il y a toute une nouvelle, pas théorie, mais toute une nouvelle pratique qu'il faut adopter en relativité générale, c'est le fait d'avoir en tête qu'on travaille avec des espaces courbes. Donc là, j'ai pris juste un espace de surface courbe, comme une Terre, une sphère, et en pratique, c'est l'espace-temps qui est courbe. Et les objets qui ne subissent pas de force, ne subissent pas d'accélération, vont suivre les géodésiques de l'espace-temps. Donc à quoi ça ressemble? En pratique, si on a un trou ici qui peut être créé dans l'espace-temps par exemple la présence d'une planète qui va déformer localement l'espace-temps, ou un trou noir, peu importe, on voit qu'une géodésique en rouge, c'est cette trajectoire-là. Et puis si elle se trouve à cet endroit de l'espace-temps, une géodésique, c'est cette trajectoire-là. On voit la trajectoire est déviée par la courbure de l'espace-temps, et nous, de notre point de vue, on a l'impression qu'elle n'est pas droite. Mais en fait, c'est la façon la plus rapide de relier ce point-là à ce point-là. C'est une ligne droite dans un espace courbe. Donc, maintenant, je vais vous parler rapidement de l'équation en question d'Albert Einstein, l'équation en question de la relativité. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, ça fait intervenir des termes encore un peu plus complexes que la dernière fois avec les équations de Maxwell. En pratique, ça fait intervenir des tenseurs, mais sans rentrer dans les détails, ce qui est intéressant de remarquer, et ça vient de ce principe d'équivalence, c'est qu'on a un tenseur G, qu'on appelle le tenseur d'Einstein, et qui décrit en quelque sorte la courbure de l'espace-temps.
Donc c'est très relié à ce qu'on appelle le tenseur de Riemann, mais je ne vais pas aller plus loin. Donc entre guillemets, le tenseur d'Einstein va expliquer que l'espace-temps a cette forme, qu'il est à cet endroit fortement courbé, et puis éloigné, il est relativement plat. Ce tenseur d'Einstein donc, est proportionnel, donc G c'est la constante gravitationnelle introduite par Newton, 8pi peu importe, et C4 avec C la vitesse de la lumière, donc tout ça c'est une constante. Ce tenseur d'Einstein va être proportionnel à ce qu'on appelle le tenseur T, le tenseur énergie-impulsion. Donc ce tenseur T va décrire en quelque sorte le contenu en matière de l'espace-temps. Est-ce que un endroit, donc on travaille toujours sur des endroits locaux, donc sur des espaces-temps, des endroits proches les uns des autres, sinon on est forcé de changer de référentiel, est-ce que localement, cet espace-temps, donc cet espace uni, donc cet espace-temps c'est un espace de 4 dimensions, les 3 dimensions d'espace usuel plus une dimension de temps, va avoir beaucoup ou pas beaucoup de matière. Est-ce qu'il est beaucoup rempli ou est-ce qu'il y a beaucoup de vide? Et donc, qu'est-ce que ça nous dit en fait cette équation? Ça nous dit que du fait que G est directement proportionnel à T, la courbure de l'espace-temps agit sur le contenu en matière de cet espace-temps, et vice-versa, le contenu en matière de l'espace-temps va agir sur la courbure de l'espace-temps. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si localement j'ai beaucoup de matière, comme la présence d'une planète ou d'un trou noir, je vais avoir un espace-temps qui est beaucoup plus courbe, puisque c'est positif ici, la relation. Et si j'ai un espace-temps très plat, bah ça veut dire que j'ai pas beaucoup de matière. Autrement dit, l'espace-temps est plat quand il n'y a pas de matière. Ici, je vous avais vu qu'il y avait une forte courbure, ça veut dire qu'il doit y avoir une planète, ou un trou noir, ou quelque chose qui induit cette courbure. En fait, la courbure de l'espace-temps est directement reliée à la matière, dans localement, autour de cet endroit de l'espace-temps, puisque là, il s'agit également de courbure locale de l'espace-temps, et vice-versa. Et puis, il y a un dernier terme, donc c'est un terme plus ou moins constant, qui est un terme lié à la densité moyenne d'énergie du vide. Alors ça paraît un peu absurde, mais en fait, on peut montrer en relativité générale, en tout cas on veut montrer que le vide a une énergie moyenne. Et en fait, cette constante gamma, qu'on appelle la constante cosmologique, elle est fondamentale dans la théorie de la relativité générale, parce que c'est elle qui permet d'expliquer le fait que l'univers soit en expansion, et en particulier en expansion accélérée. Sans doute entendre parler, mais toutes les planètes et les galaxies s'éloignent les unes des autres, du fait que l'univers est en expansion, et en plus elles s'éloignent de plus en plus vite les unes des autres, en expansion accélérée. Alors, je vais rapidement faire un petit slide sur l'observation des ondes gravitationnelles, puisqu'il se trouve que c'est une expérience très récente. Alors comment on a fait pour observer des ondes gravitationnelles? Vous vous doutez bien que les ondes gravitationnelles, si on vient de les découvrir, elles sont très dures à observer. C'est principalement dû au fait que la gravitation, en fait, à notre échelle, ça n'existe pas. C'est quelque chose de très faible. Il faut vraiment des très fortes densités de matière pour réellement créer des ondes gravitationnelles et réellement pouvoir les percevoir. Nous, toutes les expériences qu'on fait nous, dans notre vie de tous les jours, la gravitation n'intervient pas. La pomme qui tombe en chute libre, c'est pas la gravitation qui intervient, la gravité n'est pas une force, c'est juste un référentiel inertiel, donc un référentiel en chute libre. Mais la gravitation, en fait, ça existe bel et bien, et c'est elle qui crée de l'accélération. Et la gravitation, on peut l'observer en particulier quand on a deux trous noirs très proches les uns des autres. Qu'est-ce qui va se passer? Par attraction l'un de l'autre, ils vont se mettre à tourner l'un autour de l'autre, puisqu'ils vont avoir, on va dire, une masse similaire. Et puis, la gravitation va faire que ces deux trous noirs vont s'approcher de plus en plus l'un autour de l'autre, jusqu'à rentrer entre guillemets en contact, et former qu'un seul trou noir. Plus gros, de densité un peu similaire aux deux précédents, puisque le volume aura doublé. Il faut compter qu'on puisse parler de volume, mais peu importe. L'idée, c'est que ces deux trous noirs très denses qui tournent autour d'eux vont s'échanger énormément de gravitons, une onde gravitationnelle très forte, et c'est que ce type de onde gravitationnelle qu'on est aujourd'hui capable de capter et qu'on a mesuré. Donc en pratique, qu'est-ce qui se passe comme phénomène? On a d'abord un mouvement en spirale des deux trous noirs l'un par rapport à l'autre. C'est ce qu'on voit ici avec l'onde gravitationnelle. Ils s'approchent suivant un mouvement en spirale de plus en plus proche, puis une fusion des deux trous noirs, et enfin une dernière vibration du trou noir final, qui en fait sert à stabiliser le trou noir en énergie et en accélération, de manière à, disons, à absorber l'ensemble de ces ondes gravitationnelles. Donc, sur une échelle de temps, voilà à peu près ce qu'on peut capter. Donc vous vous rendez bien compte ici avec les échelles de 10 puissance moins 21 que l'onde elle est très faible, que même pour deux trous noirs,
on a des amplitudes très faibles, et que c'est pour ça qu'on vient seulement les détecter, et vous vous rendez compte que ça se passe assez vite comme phénomène. Ils vont s'approcher en 40 secondes en spirale, fusionner en 0,01 seconde, et évacuer l'ensemble de l'énergie résiduelle en quelque sorte en 0,02 secondes. Ce qui fait qu'on a affaire à un phénomène très rare, de trous noirs qui sont à proximité très rapides, en moins de 40 secondes ou en 45 secondes, peu importe, ils sont fusionnés, c'est déjà trop tard pour mesurer l'onde, et en plus d'intensité très faible. Parce que bien sûr, des ondes gravitationnelles, la Terre en émet, et là je ne vous parle même pas d'intensité, elles sont tout simplement entièrement dans le bruit des appareils de mesure. Alors, je vais rapidement vous montrer les mesures qui ont été faites. C'est l'expérience LIGO qui a détecté ces ondes gravitationnelles en 2015 et on a confirmé leur existence, que c'était bien des ondes gravitationnelles en 2016. Et pour s'assurer qu'on détectait bien des ondes gravitationnelles, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis deux laboratoires exactement similaires. Le premier à Hanford dans l'État de Washington, pas la capitale, l'État de Washington, et le deuxième à Livingston, en Louisiane. Donc l'observateur H1 et l'observateur L1. Et ce qui se passe, c'est qu'on a observé donc ces variations sur un moment donné. Donc vous voyez ici, on a une échelle de 10 puissance moins 21. On voit que ça varie entre moins 0,5 et plus 0,5 fois 10 puissance moins 21, c'est l'échelle qu'on avait ici. On a pu observer ces variations et en fait on s'est rendu compte que si on les superpose modulo le décalage de temps puisque l'onde est arrivée sur l'un des deux détecteurs un tout petit peu plus tôt que l'autre, on peut observer qu'on a le même profil d'onde. Et donc on a bien observé le même phénomène physique. Ça ne peut pas être du bruit puisque les deux détecteurs l'ont détecté au même moment. Ça ne peut pas être dû à un hasard. Donc on a bien les deux mêmes profils d'onde et il s'agit bien et bien du même phénomène physique qui a été observé. Voilà ici sur l'échelle de 45 secondes ce qu'on observe avec l'amplitude qui a été normalisée entre 0 et 8 parce que l'amplitude réelle vous l'avez ici entre moins 1 et 1 fois 10 puissance moins 21. Donc on a la confirmation de ce boson de Jauge qu'on supposait depuis un petit moment en théorie des particules, en tout cas dans le modèle classique, et qui a enfin été découvert grâce à ces mesures de très haute précision sur l'arrivée d'une onde gravitationnelle. Alors pour aller un peu plus loin, je vais vous parler des deux théories qui s'affrontent aujourd'hui pour aller vers ce qu'on appelle une théorie du tout, c'est-à-dire une théorie qui allierait toutes les interactions fondamentales à l'échelle quantique, parce que je vous ai dit que malheureusement pour la gravitation ne fonctionne et ne décrit les phénomènes très bien que pour les très grandes échelles, notre échelle, les planètes, etc., mais pas du tout pour les particules quantiques. Il y a une première théorie qui est la plus connue, qui est la théorie des cordes. Et alors, cette théorie des cordes, elle se passe dans des espaces-temps qui doivent être de dimension 10, des espaces dits de Calabi-Yau, doivent satisfaire des conditions, donc des espaces dits de Calabi-Yau. Un espace de Calabi-Yau, c'est très vague, mais je vous en ai représenté 4 pour vous donner un peu une idée de l'espace dans lequel, si la théorie des cordes est la bonne, vit l'univers, l'espace dans lequel vit une particule. Donc voilà, il y en a différents. Alors bien sûr les couleurs artificielles qui sont mises pour voir les différentes faces, en particulier mettre en exergue les différentes courbures, parce que vous avez de nombreuses courbures différentes dans ce genre d'espace puisqu'il y a 11 dimensions. Donc cette théorie elle s'appuie entre autres sur le fait de faire quelque chose qu'on a souvent fait pour allier une théorie générale à une théorie quantique, pour passer par exemple du modèle électromagnétisme de Maxwell au modèle électrofaible qu'on appelle un modèle perturbatif. Et en fait on va regarder qu'est-ce qui se passe si on ajoute un tout petit peu ou un tout petit peu moins d'une grandeur. Donc par exemple un champ électrique, qu'est-ce qui se passe si je transforme mon champ électrique E en champ électrique E plus DE avec DE une toute petite quantité de champ électrique, et on va, on appelle un modèle perturbatif, faire perturber autour de cette valeur E classique la valeur pour simplifier les équations et pouvoir obtenir un résultat pour les petites variations de champ, ce qui se passe en pratique à une toute petite échelle quantique. On ne va pas avoir une énorme variation du champ électrique puisqu'il y a très peu de particules. Si vous voulez à notre échelle, c'est un peu comme une vague est un champ perturbatif de la hauteur de l'océan. L'océan, je ne sais pas, disons qu'il va faire 100 mètres de profondeur à un endroit donné. La vague, elle peut faire 20 cm de haut si c'est une vaguelette. 20 cm par rapport à 20 mètres, c'est une petite variation de la hauteur de la vague. Et donc on peut étudier les vagues en appliquant un modèle perturbatif au fait qu'on peut supposer que l'océan a une distance fixe de 100 mètres, qui serait la hauteur h de base,
On va rajouter une hauteur dH de 20 cm par exemple. Et puis l'autre théorie qui affronte la théorie des cordes, c'est la théorie de la gravité quantique à boucle. Alors cette théorie, elle oublie cette idée de travailler avec des modèles perturbatifs, et elle a l'avantage de ne pas nous forcer à devoir travailler dans l'espace de Calabi-Yau, donc l'espace de 11 dimensions. Et il y a beaucoup de choses, de recherches sont faites en ce moment sur cette théorie. Je vous conseille d'ailleurs de vous en intéresser en cherchant sur internet. Alors malheureusement, vous devrez probablement parler anglais et rechercher donc la LQG, la Loop Quantic Gravity en anglais. Et qu'est-ce que ça décrit? En gros, ça décrit une autre vision de notre espace-temps, et en particulier le fait qu'a priori, le Big Bang, c'est pas une énorme quantité d'énergie sur un tout petit point qui aurait explosé et créé toutes les particules, mais plutôt en fait un univers qui se serait écrasé, donc pré-Bones phase, avant le rebond, la phase avant le rebond de l'univers. Donc on voit que l'univers a une certaine taille, il est en train de s'écraser, réduire de taille, jusqu'à une toute petite distance, de l'ordre de la géométrie quantique. Donc ça c'est ce qu'on a à la base du Big Bang, et il rebondit. Donc au lieu de complètement s'écraser sur lui-même et de disparaître, au bout d'un moment l'énergie a été si forte dans cette contraction qu'elle a réexplosé pour créer notre univers. Donc la théorie du Big Bang nous dit qu'en fait on a ce point là qui explose pour créer notre univers, et la théorie de la gravité quantique à boucle a tendance à nous dire qu'en fait ce point là c'est pas l'origine du temps, il y avait un univers avant ce rebond, et donc on avait un univers qui existait et qui s'est contracté sur lui-même, l'inverse de ce qui se passe pour notre univers en ce moment qui est en expansion. On avait un univers qui était à l'inverse en contraction, et qui au bout d'un moment il y avait tellement d'énergie au même point que cet univers a explosé pour recréer notre univers à nous. Donc voilà. Donc on a une phase de pré-inflation, de légère augmentation de l'univers, puis augmentation totale de l'univers, et puis ici une représentation cosmique des ondes. Donc le background, c'est les ondes cosmologiques issues de ce rebond de l'univers. Donc les ondes cosmologiques, c'est le rayonnement des premiers photons émis après ce rebond. Donc pour vous parler plus en détail de ces deux théories, je vous conseille les vidéos que je mettrai en lien, les vidéos de Sciences Étonnantes qui sont très bonnes. Il y en a une sur la théorie des cordes et une sur la théorie de la gravité quantique à boucle. Et puis si vous êtes intéressé dans la relativité générale et également la relativité restreinte, je vous conseille une série de vidéos qu'a faite Science for All, et je vous mettrai également en description. Donc merci à tous et n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires.